How dare you? Vous êtes en train de détruire la planète, les changements climatiques vont tous nous tuer, ça sert à rien de faire des enfants, ils vont même pas finir leur secondaire. Hey la jeune, les changements climatiques, ça existe même pas. Puis même si ça existera, les humains auraient rien à voir là-dedans. Le GIEC le dit qu'on allait mourir, faut faire tomber le capitalisme, on n'a pas le choix. Maudite génération de faluettes, le GIEC c'est des corrompus, c'est des communistes. Tellement peu! Wow, calmez-vous les chums, vous avez tous les deux tort. Puis voilà pourquoi. Déjà, on va briser les fausses croyances. Premièrement, Marie Lavande, les changements climatiques ne vont pas tuer l'être humain. Les prévisions apocalyptiques du GIEC, en réalité, c'est les prévisions apocalyptiques des médias et des pseudo-experts qui interprètent mal les rapports du GIEC. Oui, il va y avoir plus de dommages causés par les catastrophes naturelles. Oui, il va y avoir plus de réfugiés climatiques. Oui, il va y avoir plus d'espèces qui vont s'éteindre. Oui, il va y avoir plus d'endroits dans le monde où l'agriculture va être difficile. Puis c'est déjà commencé à certains endroits dans le monde d'ailleurs. Mais l'humain ne va pas s'éteindre. Il y a aucun consensus scientifique qui dit que l'humain va s'éteindre. Croire ça, c'est s'inventer des peurs. Même qu'il y a pas longtemps, le président du GIEC, Jim Ski, a confirmé ce que je viens de dire. Si vous communiquez constamment le message que nous sommes tous condamnés à l'extinction, ça paralyse les gens et ça les empêche de franchir les étapes nécessaires pour freiner les changements climatiques. Mais les ours polaires, eux autres, sont en train de mourir, faut faire quelque chose! En fait, les populations d'ours polaires sont en augmentation depuis les années 60. Exemple mal choisi. Deuxièmement, Roger. Faut que la société se rende à l'évidence. Les changements climatiques, ils existent, puis même qui sont causés majoritairement par les êtres humains. C'est la science qui le dit. Pendant la pandémie, je critiquais souvent le gouvernement de la CAQ parce qu'il suivait pas la science dans leurs mesures sanitaires, mais c'est la même chose pour les changements climatiques. Il faut croire la science. Oui, il y en a un consensus scientifique. L'université de Cornell a recensé toutes les études scientifiques qui mentionnent les changements climatiques qui ont été publiées entre 2012 et 2020. Et parmi toutes ces études-là, il y en a 24 000 qui donnent leur opinion explicitement ou implicitement sur les changements climatiques. Savez-vous combien parmi les 24 000 disent que c'est pas l'humain qui a causé les changements climatiques? 31. C'est 0,12%. Oui, c'est important d'élire ces 31 études-là parce qu'il faut regarder les deux côtés de la médaille, bien entendu. Sauf que quand t'es à 31 contre 24 000, j'ai tendance à plus croire les 24 000. Oui, depuis qu'on connaît les changements climatiques, il y en a plus que 31 études qui ont été publiées disant que c'est pas l'humain qui les a causés. Sauf que la majorité a été publiée à une époque où on connaissait moins la problématique, c'est-à-dire dans les années 90 et début 2000. Attention, on rentre un petit peu dans la technicalité, mais je suis sûr que vous allez être capable de suivre. Pourquoi on a de la chaleur sur la Terre? C'est les rayons de soleil qui l'apportent. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie-là une fois qu'elle atteint le système climatique terrestre? Eh bien, la majorité est réfléchie jusque dans l'espace, ça c'est ce qu'on appelle l'albédo, principalement. Et il y a aussi une partie de l'énergie, donc de la chaleur, qui est capturée et qui reste dans l'atmosphère. Ça, c'est causé par ce qu'on appelle l'effet de serre. Et ça, l'albédo des glaciers, l'albédo des particules fines, les infrarouges sortants, l'effet de serre du CO2, l'effet de serre du méthane et toutes ces choses compliquées-là que vous avez pas besoin de connaître en détail, toutes les composantes du système climatique terrestre, eh bien, on peut toutes additionner ces effets-là ensemble pour obtenir un résultat sous forme de forçage radiatif. Plus le forçage radiatif de la Terre est élevé, plus la Terre est chaude. Si je prends l'exemple du CO2, si on augmente la concentration de CO2 atmosphérique, on augmente le forçage radiatif de la planète Terre, donc on augmente la température de la Terre. Et à l'inverse, en hiver, il y a un plus gros couvert neigeux, ce qui augmente la réflexion des rayons de soleil, ce qui diminue le forçage radiatif de la planète, ce qui diminue la température de la Terre. Plus le forçage radiatif de la Terre est élevé, plus la Terre est chaude. Depuis l'époque pré-industrielle, généralement on utilise l'année 1750 comme année de référence, et bien l'être humain a causé une augmentation du forçage radiatif de la Terre de plus 2,72 watts par mètre carré. Et comment les humains ont fait pour causer cette augmentation-là? Eh bien c'est principalement à cause qu'ils émettent plein de gaz à effet de serre, en majorité du CO2. Ça c'est un graphique de tous les effets de l'être humain sur le forçage radiatif. On voit que la barre du haut, c'est la plus longue, et c'est la barre du CO2. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a jamais été aussi élevée que présentement depuis 800 000 ans, même pas proche. On voit le pic juste ici, ça c'est l'augmentation causée par l'être humain. Ça se distingue très clairement des dernières 800 000 ans. On sait depuis longtemps que l'être humain fait augmenter le CO2 de l'atmosphère. On sait que le CO2 de l'atmosphère fait augmenter le forçage radiatif. On sait aussi que le forçage radiatif fait augmenter la température de la planète. C'est drôle, on observe une augmentation de la quantité de CO2 et une augmentation de la température de la planète qui ont commencé les deux en même temps que l'être humain a commencé à brûler du charbon. Méchante coïncidence, pareil. Comme je vous disais tantôt, l'être humain a causé une augmentation du forçage radiatif de la planète Terre de 2,72, et ce, en 300 ans. C'est-tu gros ça? C'est-tu petit? C'est-tu moyen? Ben, on va comparer avec le réchauffement climatique naturel que la Terre a connu après la dernière ère glaciaire. Pendant une ère glaciaire, il fait tellement froid que la neige a même pas le temps de fondre durant l'été, donc elle s'accumule, elle forme des énormes glaciers qu'on appelle des inland ice. Pour vous montrer à quel point c'est un gros phénomène, durant le maximum du dernier ère glaciaire, il y avait 2,4 km de glace
par-dessus Montréal. Et même, il y en avait 3,2 km par-dessus Chibougamau. Eh ben, le forçage radiatif à cette époque-là était de -8. Bon, on a encore de la marge, ça veut dire? Non, on veut pas se rendre à quelque chose d'aussi gros qu'un aire glaciaire. Je vous laisse deviner c'est quoi l'équivalent chaud d'une aire glaciaire, c'est pas très jojo. Maintenant, regardez ce graphique-là. Ça a pris plus que 10 000 ans avant que le forçage radiatif revienne à la normale après la dernière ère glaciaire. Ben, la fameuse augmentation de 2,72 que l'être humain a causée, on est arrivé là en moins de 300 ans. À ce rythme-là, on atteindra un forçage radiatif équivalent à celui de l'ère glaciaire en seulement 803 ans. On est loin du 10 000. Avec principalement les gaz à effet de serre, l'être humain augmente le forçage radiatif de la planète Terre de 12 à 13 fois plus vite que la planète Terre naturellement l'a fait durant la dernière déglaciation. Puis la vitesse de la dernière déglaciation, même si elle était pas mal plus lente que ce qu'on observe présentement, ben ça a quand même amené les mammouths à l'extinction. Imaginez si les changements sont 13 fois plus rapides, comment il va en avoir des espèces qui auront pas le temps de s'adapter avant qu'ils soient rayés de la carte. Ah, puis une autre information pertinente pour vous. Depuis l'époque pré-industrielle, le Soleil a causé un changement de moins 0,02 de forçage radiatif. Le Soleil a donc eu un effet refroidissant sur le climat qui est d'une amplitude 136 fois plus petite que le plus 2,72 des humains. Donc les théories qui disent que c'est le Soleil qui cause les changements climatiques actuels puis que c'est pas grave, il y en a toujours eu dans le passé des changements climatiques, eh ben c'est vrai qu'il y en a toujours eu dans le passé, puis que le Soleil était probablement un des facteurs déterminants de ça, je le sais pas. Mais c'est pas ça qu'on observe présentement, là. On est capable de facilement l'observer avec des satellites. Donc, sachant que c'est l'être humain qui a causé majoritairement les changements climatiques, moi je trouve ça juste normal qu'on consacre une partie de notre économie pour aider à lutter contre ce problème-là. Mais pas au point de saccager notre économie, Marie Lavande! Oh! Premièrement, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. On va pas régler ça par l'abolition du capitalisme. La lutte contre les changements climatiques se fait souvent approprier par des extrémistes pour faire passer leur agenda politique. Et ces gens-là hésitent pas à interpréter des morceaux de rapport du GIEC comme des textes religieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Petteri Talas, le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Donc arrêtons de justifier des idées extrêmes par la lutte contre les changements climatiques. La solution ne passe pas par un nouvel ordre mondial, ne passe pas par l'anarcho-communisme ou des affaires de même. On a besoin du capitalisme pour nous amener les innovations technologiques qui vont être nécessaires pour lutter contre le problème. Vous savez c'est quoi le développement durable? C'est la forme de développement économique qui se soucie de l'environnement. On voit ça partout, le développement durable, ce qui est une bonne chose. Et ben par définition, le développement durable se soucie oui de l'environnement, mais aussi de l'économie et de la stabilité sociale. Donc détruire notre économie et la qualité de vie des gens pour le bénéfice de la planète, c'est pas du tout du développement durable. Maintenant, on va répondre à la question, comment le Québec peut faire pour sauver le monde contre les changements climatiques? Eh ben, il peut pas. Même si nos politiciens veulent se donner bonne conscience, comme par exemple en fixant un objectif de réduction de 37,5% des gaz à effet de serre d'ici 2030, eh ben ça changera rien à l'échelle mondiale, parce que le Québec émet seulement 0,15% des gaz à effet de serre du monde entier. Pensez que juste nous, les Québécois, comme par exemple avec un tramway, on va sauver la planète. Il y a une planète à sauver, là. C'est de se mettre la tête dans le sable. La centrale au charbon Bellachau en Pologne, donc on parle ici d'une seule centrale, émet presque autant de gaz à effet de serre en un an que la moitié du Québec. Et ça, c'est sans compter tous les autres pays dans le monde comme la Chine, la Russie, l'Inde qui ont pratiquement pas de normes environnementales. D'ailleurs, en parlant de la Chine, on apprenait en mars 2023 que 100 nouvelles centrales au charbon allaient être construites prochainement. Dans le portrait global, on est complètement insignifiant au Québec par rapport à tout ça, là. Mais, c'est une raison pour s'asseoir sur nos lauriers puis rien faire? Absolument pas. Parce que si tous les pays, toutes les provinces, tous les États, toutes les villes dans le monde pensaient comme ça, il y aurait absolument rien qui se ferait. Le Québec, c'est un joueur parmi une foule de joueurs. Ben, si tous les joueurs jouent pour eux autres mêmes sans se soucier de leur équipe, ben, ils gagneront pas la game. Donc, en tant que joueur d'équipe, on devrait faire plus pour lutter contre les changements climatiques. Non seulement parce qu'il faut qu'on fasse notre part comme tout le monde, mais en plus, parce que ça va faire tourner les engrenages, on va montrer l'exemple, on va influencer les autres pays à faire comme nous. Mais vous en donnez, moi, des idées d'action gouvernementale pour que le Québec fasse sa place dans la lutte contre les changements climatiques. Les politiciens, tendez l'oreille à la place de juste mettre des taxes partout. Numéro 1. Rediriger de l'argent mal investi, Dieu sait qu'il y en a, dans la recherche et développement, dans les énergies renouvelables et dans l'économie circulaire pour amener plus rapidement des technologies vertes et en même temps pour donner un avantage comparatif au Québec dans le marché mondial. Numéro 2. Réduire la réglementation et ou donner un avantage financier aux entreprises qui s'investissent plus que les autres dans le développement durable. Numéro 3. Couper les publicités de la SAQ. La SAQ, c'est un monopole, c'est certain que les gens iront pas acheter le vodka chez Rona. Et rediriger cet argent-là dans des campagnes publicitaires qui visent à informer les citoyens sur comment eux peuvent faire pour mettre la main à la pâte pour ensemble changer la donne. Je peux vous donner plein d'idées d'action d'ailleurs.
Numéro 4. Investir dans le transport ferroviaire des marchandises et des passagers, peut-être avec un TGV. Numéro 5. Enquêter sur ce qui marche pas dans nos usines de recyclage et régler le problème. Comme ça, on va pouvoir réutiliser plus de matières premières plutôt que d'émettre plus de GES pour en extraire des nouvelles. Numéro 6. Établir un système de consigne pour les appareils électroniques pour aider à recycler les métaux précieux et les terres rares qui sont à l'intérieur. Numéro 7. Mettre en place une loi pour contrer le gaspillage alimentaire et aussi le gaspillage des matières premières. Numéro 8. Faire pression sur l'Organisation mondiale du commerce pour qu'ils mettent plus de bâtons dans les roues aux entreprises qui font exprès pour faire de l'obsolescence programmée. Apple. Et maintenant, qu'est-ce que le citoyen ordinaire peut faire pour lutter contre les changements climatiques? La principale chose qu'il peut faire, c'est bien plate, mais c'est moins consommer. Puis quand on n'a pas le choix, essayez d'acheter local le plus possible. Acheter local, non seulement dans la majorité des cas, ça réduit les GES liés à l'importation, mais en plus de ça, ça diminue la demande pour les produits made in China qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre lors de leur fabrication. Parce que tu sais, c'est bien beau d'accuser la Chine de causer les changements climatiques, c'est à eux autres de mettre des normes environnementales comme nous autres, mais c'est qui possède les usines polluantes là-bas? Les multinationales. Puis c'est qui achète les produits des multinationales? C'est les Occidentaux, comme nous autres, qui nous inventons des besoins qu'on n'a pas et qui consommons beaucoup trop. On a une part de responsabilité là-dedans, la gang, c'est l'offre et la demande, puis la demande vient de nous autres. Non, nous ne devons pas être alarmistes. Ces gens-là n'aident pas vraiment la société, ils font plutôt le contraire. Les alarmistes causent deux choses, de l'éco-anxiété malsaine principalement chez les jeunes et souvent de manière non fondée, et une diminution de la confiance de la population envers les scientifiques, dont le GIEC. Autrement dit, les alarmistes sont des usines à climato-sceptiques et des usines à éco-anxieux. Pourquoi il y a autant de monde qui croit pas au changement climatique? Parce que des gens comme eux... If the world didn't change course, it would face an environmental catastrophe which will witness devastation as complete, as irreversible as any nuclear holocaust by the year 2000. Voici un peu de sirop d'érable. Je doute qu'en l'an 2000, on puisse en manger à notre goût au train où nos érables meurent à l'heure actuelle. Ici, j'ai un masque qu'on devrait peut-être porter dans nos villes en l'an 2000. Si l'air continue d'y être de plus en plus irrespirable. By the end of this century, if emissions keep rising, the average temperature on Earth could go up another 4 to 8 degrees. What I'm saying is the planet's on fucking fire. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Un top scientifique du climat nous prévient que les changements climatiques vont rayer l'humanité sauf si on arrête d'utiliser les combustibles fossiles dans les 5 prochaines années. Des gens comme eux font paraître les scientifiques comme des amateurs et des prophètes de malheur. Comme le président du GIEC a dit au début de la vidéo, l'être humain ne va pas mourir à cause des changements climatiques. Mais la biodiversité, elle, on peut s'inquiéter pour elle. Eh bien, en ce qui concerne la perte de biodiversité, sachez que les changements climatiques en sont la troisième cause. La première cause, c'est la destruction de l'habitat, aussi appelée les changements d'utilisation des terres. Si on veut être triste parce que les espèces s'éteignent, parlons davantage de la destruction des habitats plutôt que des changements climatiques. Présentement, dans le débat public, on entend quasiment juste parler des changements climatiques. Oui, les changements climatiques, c'est important, mais faut pas oublier le reste des problématiques environnementales. Parlons-en du GIEC, comme Roger l'a dit tantôt, il y en a probablement de la corruption dans le GIEC, comme dans toutes les grandes organisations. Ceux qui sont au courant de ce qui s'est passé avec la FIFA en 2015 vont savoir de quoi je parle. Ceci dit, c'est pas parce qu'il doit avoir de la corruption quelque part qu'il faut rien croire de ce qu'ils disent. Le GIEC, c'est des centaines d'experts très éduqués et brillants qui travaillent comme auteurs et des milliers d'autres qui travaillent comme réviseurs. Ils lisent attentivement des milliers d'études scientifiques et produisent des rapports qui font plus de 3000 pages. C'est sûr qu'en tant que scientifique moi-même, ce que le GIEC dit, je prends ça pour du cash. Ils inventent rien de ce qu'ils mettent dans leur rapport. Oui, il y en a des scientifiques qui vont à l'encontre de ce que le GIEC dit. Il y a entre autres l'organisme Clintel qui a publié un rapport qui montre un avis scientifique contraire. C'est important d'écouter ce que ces gens-là ont à dire. La science, c'est de remettre les choses en doute. Faut être ouvert à tous les côtés de la médaille. Faut faire attention à pas tomber dans le narratif unique où toute voix dissidente n'a pas le droit de parler. C'est tout le temps le même message que je dis à la fin de mes vidéos, mais je le dirai jamais assez. Il faut qu'on s'écoute et qu'on soit ouvert d'esprit. Mais personnellement, je fais confiance au GIEC. Ils sont très crédibles. Donc, pour conclure, devrait-on s'inquiéter des changements climatiques? Oui. Devrait-on virer fou avec les changements climatiques? Non. Est-ce que les gouvernements devraient faire plus pour lutter contre les changements climatiques? Oui. Est-ce qu'on devrait sacrifier notre économie pour lutter contre les changements climatiques? Non. Est-ce que le GIEC est fiable? Oui. Est-ce qu'on devrait haïr notre prochain parce qu'il n'a pas la même vision que nous? Non, non, non. Sur ce, portez-vous bien, allez faire un tour dans le bois, c'est bon pour la santé, et jugez moins les gens qui capotent plus ou qui capotent moins que vous sur les changements climatiques. Faites-leur part des connaissances que vous venez d'apprendre. Bonne journée!